Vous ne savez pas lire les gens. Personne ne sait. Et les prochaines minutes vont vous le prouver. Imaginez pouvoir savoir, avec certitude, quand quelqu'un vous ment, quand votre associé vous cache un chiffre, quand le candidat en face de vous enjolive son CV, quand la personne que vous aimez dit « tout va bien » et que tout ne va pas bien. La bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence qui s'apprend. La mauvaise, c'est que la quasi-totalité des gens qui pensent la posséder ne la possèdent pas. Mis en laboratoire, face à des gens qui mentent et des gens qui disent la vérité, ils ont raison un peu plus d'une fois sur deux, 54%. C'est le score moyen d'un être humain à la détection du mensonge. Des centaines d'études, des dizaines de milliers de participants. Une pièce de monnaie fait 50. Vous faites 4 points de mieux qu'une pièce de monnaie. Et vous, dans votre tête, vous êtes à 80. Cet écart-là, entre ce que vous savez faire et ce que vous croyez savoir faire, c'est le sujet exact de cette vidéo. Ce n'est pas votre incompétence qui vous coûte cher, c'est votre confiance. Et ce n'est pas une petite faiblesse personnelle. C'est une croyance qui a coûté, à un seul programme gouvernemental, près d'1 milliard de dollars. Un dispositif entier bâti sur l'idée qu'on peut repérer une intention hostile en observant un visage dans une file d'attente. Il a été audité. Le rapport est public. Les conclusions sont accablantes. Vous n'en avez jamais entendu parler. On y revient dans 10 minutes. Dans cette vidéo, 4 choses. 1. Pourquoi les policiers, les juges, les recruteurs, les gens payés pour lire les autres ne sont pas meilleurs que vous? Et pourquoi c'est pire que ça n'en a l'air? 2. Pourquoi votre fameux coup d'œil ne se contente pas d'être imprécis? Il rend certaines de vos décisions objectivement moins bonnes que si vous n'aviez rencontré personne. 3. Pourquoi vous décodez moins bien votre conjoint, votre meilleur ami, votre associé de 10 ans qu'un parfait inconnu croisé dans un train? Et 4. La seule méthode dont on a mesuré qu'elle améliore vraiment votre précision. Elle existe, elle est prouvée, et elle est presque insultante de simplicité. Restez jusqu'au bout. Je vous donne un exercice en 3 questions qui remplace 20 ans d'intuition. Vous pourrez le tester ce soir sur la personne assise en face de vous à table. Parce que voilà le vrai enjeu. Vous prenez des décisions tous les jours avec cet outil. Vous embauchez, vous faites confiance, vous rompez, vous signez, vous décidez qui mérite une seconde chance et qui n'en mérite pas. Et vous prenez toutes ces décisions avec une compétence que vous ne possédez pas. C'est probablement l'illusion la plus coûteuse de votre vie. Acte 1, le miroir. Ça, c'est vous. Avant de vous démontrer quoi que ce soit, je veux vous faire vivre quelque chose. 30 secondes. Ne scrollez pas, sinon la suite de la vidéo ne marchera pas sur vous. Je vais vous décrire, vous. Pas les gens en général, vous, la personne qui regarde cet écran, maintenant. Écoutez, et à la fin, notez sur 10 à quel point c'est juste. Vous avez besoin que les autres vous apprécient et vous admirent, et en même temps, vous êtes votre critique le plus sévère. Vous avez des capacités que vous n'avez pas encore vraiment exploitées. De l'extérieur, vous paraissez discipliné et sûr de vous. De l'intérieur, il vous arrive d'être inquiet et de vous demander si vous avez fait le bon choix. Vous supportez mal qu'on vous impose des limites et vous avez besoin d'un peu de changement, de variété. Vous êtes fier de penser par vous-même. Vous n'acceptez pas une affirmation sans preuve suffisante. Vous avez appris qu'il était imprudent de trop vous dévoiler. Et certaines de vos aspirations sont, il faut bien l'admettre, assez peu réalistes. Notez, sur 10, combien? 7, 8, 9? Ce texte n'a pas été écrit pour vous. Il a été écrit pour tout le monde. C'est exactement le même paragraphe pour chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment sur cette planète. Il vient d'une expérience de 1948. Un psychologue distribue à ses étudiants ce qu'il présente comme une analyse de personnalité individuelle établie à partir de leurs propres tests. C'était le même texte pour tous, découpé en parties dans un manuel d'astrologie. Note moyenne donnée par les étudiants à la justesse de leur portrait 4,26 sur 5. On appelle ça l'effet Barnum. Et vous venez de le vivre en direct, en connaissant le sujet de la vidéo, en étant prévenu sur vos gardes. Ça marche quand même, c'est ça qui devrait vous inquiéter. Maintenant, écoutez-vous parler. Vous avez déjà dit ou pensé. Au moins 3 de ces phrases, moi, je sens les gens. J'ai un radar à connard. Il a évité mon regard, donc il ment.
Elle avait les bras croisés, elle était fermée. Je l'ai su à la seconde où il est entré dans la pièce. Je me trompe rarement sur les gens. Ce n'est pas rationnel, mais je le sais, c'est tout. Chacune de ces phrases décrit une sensation, pas une information, et vous ne faites pas la différence. Parce que dans votre tête, une sensation et une information ont exactement la même texture, la texture de l'évidence. Votre cerveau ne vous prévient jamais quand il devine. Il vous livre le résultat avec la même certitude tranquille que quand il sait. C'est ça, le problème de fond. Vous n'avez pas de voyant rouge. Si vous vous êtes noté plus de 7 sur 10 tout à l'heure, félicitations. Vous venez d'échouer au premier test. Vous n'avez pas su lire la seule personne que vous connaissez depuis toujours. Et les 4 tests suivants portent sur les autres. Gardez votre chiffre en tête. On y revient à la toute fin. Et à ce moment-là, il voudra dire autre chose. Avant qu'on attaque la démolition, 30 secondes. Tout ce qui suit vient de bouquins. Des expériences, des chercheurs, des gens qui se plantent magnifiquement sur eux-mêmes. Ce genre de matière passe très bien à l'oreille. Je l'écoute en marchant, en cuisinant, dans les transports. C'est comme ça que je fais entrer les livres dans ma journée. Audible offre 30 jours d'essai gratuits. Lien affilié en description. Rien de plus pour vous, un coup de main pour la chaîne. Bon, vous avez toujours votre chiffre? Bien, rangez-le, on va s'en servir. Acte 2. La démolition, les 4 mensonges. Règle d'escalade. Chaque mensonge est plus intime que le précédent. Les institutions flèchent vos décisions, flèchent votre couple, flèchent votre morale. Le cercle se resserre jusqu'au spectateur. Ne jamais inverser l'ordre. Mensonge numéro 1. Le corps ne ment pas. On vous a vendu ça 1000 fois. Les micro-expressions, les bras croisés qui trahissent à la fermeture, le regard qui part vers la gauche, le pied qui pointe vers la sortie, et surtout la statistique, celle que tout le monde ressort en réunion. 93% de la communication est non verbale. Ce chiffre existe, il vient d'expériences réelles menées dans les années 60, sauf qu'elle mesurait être quelque chose de très étroit, ce que des gens déduisaient de l'attitude d'un locuteur quand on leur faisait entendre un seul mot prononcé sur un ton qui contredisait son sens. Le mot « chéri » dit avec mépris, c'est tout. Ce n'était pas une mesure de la communication. Le chercheur lui-même a passé des décennies à répéter qu'il ne fallait surtout pas généraliser. On a généralisé quand même, parce que le chiffre était trop beau et parce qu'il permettait de vendre des formations. Faites le test logique 2 secondes. Si 93% du sens passait par le corps et la voix, vous comprendriez 93% d'une conversation en japonais. Vous ne comprenez rien à une conversation en japonais. Alors regardons ce qui a vraiment été mesuré. On a compilé des centaines d'études sur la détection du mensonge, des dizaines de milliers de juges, mis en situation de dire si quelqu'un ment ou dit la vérité. Score global, 54%. Et il y a pire, parce qu'on a fait passer ces mêmes tests à des policiers, à des enquêteurs, à des juges, à des douaniers, des gens dont c'est littéralement le métier, avec 20 ans de terrain et des stages de détection comportementale. Ils ne font pas mieux. Sur l'essentiel des mesures, ils sont dans le même mouchoir de poche que vous, autour du hasard. En revanche, il y a une chose où ils vous écrasent, leur confiance. Quand on entraîne quelqu'un à détecter le mensonge, on observe très régulièrement 2 effets. Sa certitude monte et sa tendance à voir du mensonge partout monte aussi. Il devient plus soupçonneux, pas plus juste. Sa précision, elle, ne bouge pas d'un pouce. Vous voyez le problème? On ne fabrique pas des détecteurs de mensonges. On fabrique des gens convaincus d'en être. Ce qui nous ramène au programme dont je vous parlais. Après le 11 septembre, les États-Unis déploient dans les aéroports un dispositif de détection comportementale. Des agents formés à repérer, dans une file d'attente, les signes non verbaux d'une intention hostile. Des dizaines d'indicateurs, des milliers d'agents, près d'1 milliard de dollars. En 2013, le bureau d'audit du Congrès américain publie son évaluation. Conclusion, les données disponibles ne permettent pas d'établir que ces indicateurs comportementaux identifient de façon fiable une personne dangereuse. Traduction, on ne peut pas démontrer que ça fait mieux que le hasard. Recommandation officielle, arrêtez de financer le programme. Le programme a continué. Et c'est ça qui est intéressant. Pas l'erreur, l'entêtement. Quand une croyance est agréable, une preuve ne suffit pas à la tuer. Retenez ça, on va en avoir besoin. L'entraînement n'augmente pas la précision.
Il augmente la certitude. C'est exactement la pire combinaison possible. Mensonge numéro 2. Ma première impression est fiable. Là, on entre chez vous. Parce que la détection du mensonge, au fond, ce n'est pas votre quotidien. Votre quotidien, c'est autre chose. Jugez vite. En 20 secondes, vous savez si le candidat est bon, si le mec du premier rendez-vous est honnête, si le nouveau collègue va être pénible. Et là, vous avez un argument redoutable. Oui, mais la première impression, c'est de la science. On lit énormément en quelques secondes. C'est vrai. Et c'est le piège le plus élégant de toute cette vidéo. On a montré à des gens des extraits de quelques secondes d'un enseignant en train de parler, sans leçon, et à partir de ça, il prédisait assez bien les évaluations que cet enseignant recevrait de ses élèves à la fin du semestre. Impressionnant, non? Sauf qu'il faut lire la phrase exactement. Ce que la première impression prédit bien, ce n'est pas la valeur de la personne, c'est ce que les autres vont penser d'elle. Autrement dit, votre coup d'œil est un excellent instrument pour deviner le consensus. C'est un très mauvais instrument pour deviner la réalité. Vous ne mesurez pas la compétence de quelqu'un, vous mesurez son charisme. Et vous vous mettez d'accord avec les autres sur ce charisme. Ça donne l'illusion parfaite d'une lecture juste, parce que tout le monde tombe d'accord. Un accord n'est pas une preuve. Et maintenant, l'étude, qui devrait être affichée dans toutes les salles de recrutement du monde. Des chercheurs demandent à des étudiants de prédire les résultats scolaires d'autres étudiants. Certains n'ont que des données objectives, le dossier, les notes passées. D'autres ont les mêmes données, plus un entretien libre avec la personne. Ceux qui ont fait l'entretien prédisent moins bien. Et le détail qui achève tout le monde, dans une des conditions, les personnes interviewées avaient eu pour consigne de répondre au hasard. Oui, au hasard. Réponse aléatoire. Et les intervieweurs ne s'en sont presque jamais rendus compte, ils sont ressortis avec une impression cohérente, riche, nuancée, de quelqu'un qui répondait à pile ou face. Ça, c'est la meilleure définition qu'on ait de ce que fait votre cerveau. Il produit du sens à partir de n'importe quoi. Donnez-lui du bruit, il vous rend un portrait. Et il ne vous dira jamais qu'il l'a inventé. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la petite discussion de 20 minutes qui vous a permis de sentir, le candidat n'a pas ajouté de l'information à votre décision. Elle a ajouté de la confiance à une décision moins bonne. Vous avez payé de la précision pour acheter du confort. Et c'est le même mécanisme quand vous sentez un appartement, un associé, un premier rendez-vous. Votre première impression n'est pas une lecture rapide, c'est une histoire rapide. Et vous ne relisez jamais le brouillon. Mensonge numéro 3. Plus je te connais, mieux je te lis. Celui-là, vous allez le défendre. Fort. Parce qu'il est intime. Les flics, d'accord, ils se plantent. Les recruteurs, d'accord. Mais votre conjoint? Votre meilleur ami? Votre sœur? Vous les connaissez par cœur. Vous savez ce qu'il va dire avant qu'il le dise. Vous voyez à la façon dont elle pose ses clés que sa journée a été mauvaise. Vous les lisez les yeux fermés. On a mis ça en expérience. Des participants doivent deviner le sens d'une phrase ambiguë prononcée par quelqu'un. Dans un cas, un proche, dans l'autre, un inconnu. La précision avec les proches n'est pas meilleure. Dans certains protocoles, elle est même un peu moins bonne. Mais la confiance, elle, explose. On est persuadé d'avoir compris. On appelle ça le biais de proximité-communication. Et le mécanisme est presque bête. Face à un inconnu, vous savez que vous ne savez pas. Donc vous écoutez, vous vérifiez, vous demandez « Attends, tu veux dire quoi exactement ?» Face à un proche, vous croyez déjà savoir, alors vous n'écoutez plus, vous complétez, et le temps ne vous sauve pas. Plus la relation dure, plus votre confiance dans votre lecture augmente. Votre précision, elle, plafonne très tôt, souvent dès les premiers mois. Ce qui veut dire qu'il existe, dans chaque couple ancien, un moment invisible où l'on cesse de découvrir l'autre pour commencer à le réciter. Ce moment n'est jamais annoncé. Personne ne le voit passer. Concrètement, le poison le plus destructeur dans un couple, une famille, une équipe, ce n'est pas l'incompréhension, c'est la compréhension imaginaire. On ne se dispute presque jamais parce qu'on ne s'est pas compris. On se dispute parce que chacun est convaincu d'avoir compris et répond à une phrase que l'autre n'a jamais prononcée. « Tu dis ça parce que tu m'en veux pour hier ?» Non, peut-être qu'il a juste mal dormi. Et quand vous répondez à la phrase qu'il n'a pas dite,
Il doit maintenant se défendre d'une intention qu'il n'a pas eue. Vous venez de créer le conflit que vous croyez détecter. L'inconnu, vous l'écoutez. Votre conjoint, vous le devinez. Mensonge numéro 4. Il suffit de se mettre à sa place. Le dernier est le plus difficile à entendre, parce qu'il ne touche pas votre compétence, il touche votre qualité morale. On vous a appris que comprendre quelqu'un, c'était se mettre à sa place, chausser ses souliers, voir le monde par ses yeux. C'est ce qu'on appelle l'empathie, et c'est censé être ce que font les gens bien. Une équipe de chercheurs a testé ça sérieusement. 25 expériences. On demande à des gens de deviner ce que pense, ressent, préfère quelqu'un d'autre, un conjoint, un ami, un inconnu. Et à la moitié d'entre eux, on donne une consigne explicite. Avant de répondre, mettez-vous à sa place, imaginez sa perspective. La consigne n'a pas amélioré leur précision. Dans plusieurs cas, elle l'a dégradée. Pourquoi ? Parce que se mettre à la place de quelqu'un, ce n'est pas accéder à son logiciel, c'est faire tourner le vôtre en imaginant son décor. Vous ne simulez pas sa tête, vous simulez la vôtre dans sa situation. Et comme l'opération vous demande un effort réel, sincère, généreux, vous en ressortez plus sûr de vous. Vous avez travaillé, donc vous croyez avoir trouvé. Vous avez juste projeté avec application. Et c'est exactement pour ça que ce mensonge-là est le plus dangereux des 4. Les 3 premiers vous rendaient arrogant. Celui-là vous rend arrogant en vous croyant généreux. Il est blindé contre la critique. Qui va oser vous dire que votre empathie est un problème ? Se mettre à la place de l'autre, c'est remplir un vide avec soi-même. Là, je sais exactement ce que vous êtes en train de penser, parce que tout le monde le pense à ce moment-là de la vidéo. D'accord, mais moi j'ai eu raison. Ce type, je l'avais senti dès le premier jour. 2 ans plus tard, il a fait exactement ce que j'avais prévu. Je vous crois. Vous avez eu raison. Vraiment. Le problème, c'est ce que vous en concluez. Vous vous souvenez de cette fois-là. Vous ne vous souvenez pas des 97 autres. Toutes les fois où vous avez senti quelqu'un de louche, où vous l'avez évité, où il ne s'est rien passé, et où vous n'avez jamais eu la preuve que votre radar s'était trompé, parce que vous n'avez jamais laissé l'histoire se dérouler. Votre mémoire ne conserve que les succès, parce que les succès sont les seuls cas qui ont produit une fin. Les échecs, eux, restent sans conclusion. Ils s'effacent, et il y a pire. Une fois que vous connaissez la fin de l'histoire, vous ne pouvez plus vous rappeler honnêtement ce que vous pensiez avant. Votre souvenir est réécrit par le résultat. Je l'avais dit, est la phrase la plus mensongère de la langue française, et on se la dit surtout à soi-même. Un vrai radar, ça se mesure sur toutes les alertes, y compris les fausses, y compris celles que vous n'avez jamais vérifiées. Alors comptez, honnêtement. Combien de fois avez-vous vérifié ? Et il reste une question, la vraie. S'il ne faut ni observer le corps, ni se fier à l'intuition rapide, ni à l'intimité, ni à l'empathie, qu'est-ce qui marche ? Il y a une réponse. Elle a été mesurée dans les mêmes expériences que celles que je viens de citer. Je vous préviens, quand vous l'entendrez, vous allez être en colère, parce qu'elle est ridicule. 5 minutes. D'abord, il faut comprendre pourquoi votre cerveau vous ment depuis 40 ans sans jamais se faire prendre. Itéroteur 3. La cause profonde, le vrai coupable, l'absence de feedback. Voilà ce qui est étrange. Vous êtes intelligent. Vous progressez dans plein de domaines. Vous êtes ponte devenu meilleur à votre métier, à la conduite, à la cuisine, aux jeux vidéo. Pourquoi pas à ça ? Parce qu'apprendre exige 2 ingrédients, et pas un. Il faut de la répétition. Vous en avez. Vous jugez des gens des dizaines de fois par jour. Et il faut du retour. Il faut savoir, après coup, que vous vous êtes donc ainsi trompé. Regardez votre vie. Et vous jugez quelqu'un en 3 secondes. Vous décidez qu'il est arrogant, qu'il ment, qu'il n'est pas fiable. Et ensuite, rien. Personne ne vient jamais vous dire. Au fait, l'année dernière, ta lecture était fausse. Il y a des environnements où l'expérience rend meilleure, ceux où l'erreur revient vite, clairement et vous frappe au visage. Le tennis, les échecs, la chirurgie. Vous ratez, vous le savez, vous corrigez. Et il y a des environnements où l'expérience ne rend pas meilleure, ceux où l'erreur ne revient jamais. La lecture des gens est le plus pur exemple de la seconde catégorie. Pire, vous évitez les gens que vous avez mal jugés. Vous ne les fréquentez plus. Donc la preuve de votre erreur ne peut même pas vous atteindre. Vous avez construit, sans le vouloir, un système parfaitement étanche à la réalité.
Un radar qui ne reçoit jamais de retour ne devient pas plus précis, il devient plus sûr de lui. C'est une machine à confirmer. Les trois engrenages. Et dans cette machine, il y a trois engrenages. Trois. Ils tournent ensemble tout le temps chez tout le monde. 1. Le biais de confirmation. Votre première impression se forme en une fraction de seconde. Ensuite, tout ce que la personne fait est interprété à travers elle. Il est silencieux, s'il vous a plu, il est réservé. S'il vous a déplu, il est fuyant. Même comportement. Deux lectures. Vous ne collectez pas des indices, vous collectez des confirmations. 2. L'erreur fondamentale d'attribution. Quand quelqu'un vous coupe la route, c'est un imbécile. Quand vous coupez la route à quelqu'un, c'est parce que vous êtes en retard, que la signalisation est mal fichue, que la journée a été atroce. Pour les autres, vous expliquez le comportement par le caractère. Pour vous, par la situation. Deux grilles de lecture différentes, appliquées en permanence, et vous ne le remarquez jamais. Et c'est logique, remarquez. De vous, vous connaissez toute l'histoire. Des autres, vous ne voyez qu'une scène. Vous jugez un film entier sur une photo. Et vous êtes convaincu que la photo suffit. 3. L'illusion de transparence. Celui-là, on va encore le tester sur vous. Choisissez une chanson, n'importe laquelle, du moment que tout le monde la connaît. Vous l'avez? Maintenant, tapez-en le rythme sur votre table. Avec le doigt. Allez-y, vraiment. Pendant que vous tapez, vous entendez la chanson dans votre tête. Elle est évidente. Vous êtes sûr que quelqu'un la reconnaîtrait. On a fait l'expérience. Ceux qui tapaient estimaient qu'environ une personne sur deux devinerait le morceau. Le score réel des auditeurs. 1 sur 40. Voilà exactement ce qui se passe dans votre vie sociale. Vous croyez que votre agacement se voit, que votre stress est lisible, que votre affection est évidente. Elle ne l'est pas, les autres perçoivent beaucoup moins que vous ne l'imaginez. Et le piège se referme ici. Si vous croyez que vous êtes transparent, vous en concluez naturellement que les autres le sont aussi. Vous prêtez au visage une clarté qu'ils n'ont pas. Vous entendez la chanson dans votre tête. Et vous appelez ça « lire les gens ». Reformulation de la thèse. Alors résumons ce que vous faites vraiment quand vous lisez quelqu'un. Vous fabriquez une hypothèse en une seconde. Vous cherchez ce qui la confirme. Vous l'attribuez à sa personnalité plutôt qu'à sa situation. Vous ne recevez jamais de démenti. Vous ne gardez en mémoire que les fois où vous aviez raison. Et vous appelez ça de l'intuition. Vous ne lisez pas les gens, vous lisez votre propre hypothèse, écrite avec leur visage. Acte 4. Ce qui se lit vraiment. Avant le protocole, je dois être honnête avec vous. Sinon, je fais exactement ce que je reproche aux autres. Vendre une certitude. Tout n'est pas illisible. Il y a 3 choses qui, elles, prédisent réellement quelque chose. Et aucune des 3 n'est un geste, un regard ou une micro-expression. 1. Ce que la personne a déjà fait, dans des situations comparables. C'est le meilleur prédicteur qu'on connaisse, et de loin. Pas ce qu'elle dit, pas ce qu'elle promet, pas la tête qu'elle a en le disant, ce qu'elle a fait, plusieurs fois. Un pattern battra toujours une impression. 2. La régularité dans le temps. Un signal ne veut rien dire. Le même signal, 10 fois, dans 10 contextes différents, veut dire quelque chose. Votre erreur n'est pas d'observer, c'est d'observer une fois et de conclure. Observez 100 fois et ne concluez pas. Vous serez déjà dans le 1% de l'humanité. 3. Les statistiques ennuyeuses. La plupart des gens ne mentent pas la plupart du temps. La plupart des silences ne cachent rien. La plupart des retards sont des retards. Quand vous partez du cas général et que vous n'en déviez qu'avec des preuves, vous avez déjà divisé vos erreurs par 2, sans aucun talent. Vous remarquez ce que ces 3 outils ont en commun? Aucun n'est instantané, aucun n'est spectaculaire, aucun ne vous donne l'impression d'avoir un don. C'est précisément pour ça que personne ne les utilise. Acte 5. Le payoff, le protocole en 3 questions. Le renversement. Je vous ai promis ce qui marche, le voici, et c'est maintenant que vous allez m'en vouloir. Dans les expériences sur l'empathie dont je vous parlais, il y avait une 3e condition. On ne demandait pas aux participants d'observer, on ne leur demandait pas de se mettre à la place de l'autre, on les laissait simplement poser la question à l'autre personne. Et là, la précision monte. Nettement, c'est la seule condition qui produit un vrai gain dans toutes ces études. Voilà, 1 milliard de dollars, un siècle de psychologie du non-verbal, des rayons entiers de livres sur le langage corporel
Et la réponse mesurée, c'est « demandez-lui ». Ce n'est pas une compétence d'observation, c'est une compétence d'interrogation honnête. Et si ça vous déçoit, demandez-vous pourquoi. Ça vous déçoit parce que ça ne vous donne aucun pouvoir secret, parce que ça ne vous rend pas spécial, parce que ça exige, au contraire, d'avouer devant l'autre que vous ne savez pas. Le prix de la précision, c'est votre prestige. C'est pour ça que presque personne ne paye. Le protocole question 1. Nommez l'hypothèse à voix haute si haute. Vous avez une hypothèse. Vous en avez toujours une. La règle est simple. Dites-la. Je me raconte que tu es en colère contre moi. C'est vrai? Je me raconte que ce projet ne t'intéresse plus. Je me trompe? Je me raconte que tu ne me dis pas tout. Dis-moi. Ce que fait cette phrase est mécanique et brutale. Elle transforme une certitude invisible en question falsifiable. Tant que votre hypothèse reste dans votre tête, elle ne peut pas être fausse. Elle n'a aucun contact avec le réel. Dès que vous la posez sur la table, l'autre peut la corriger. Et regardez bien la formulation. Pas « tu es en colère ». Je me raconte que tu es en colère. Vous ne décrivez pas l'autre, vous décrivez votre propre fabrication. Personne ne se défend contre ça. Tout le monde se défend contre un verdict. Question 2. La situation, jamais le caractère. Le deuxième outil tient dans le choix d'un mot. Ne demandez pas « Pourquoi tu es comme ça ?» Demandez « Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment ?» La première question porte sur l'être. C'est une accusation déguisée en question, et elle ne peut produire qu'une défense. La seconde porte sur le contexte, et elle désamorce directement l'erreur d'attribution. Elle force votre cerveau à envisager qu'il y ait une situation derrière le comportement. 9 fois sur 10, il y en a une. Un résultat d'analyse, un mail reçu à 7 heures du matin, une nuit blanche, un truc qui n'a rien à voir avec vous et que vous étiez en train d'interpréter comme un message personnel. Question 3. Le contrôle de compréhension. Le troisième est le plus important, parce que c'est celui qui répare le défaut structurel, l'absence de feedback. Vous reformulez ce que l'autre vient de dire, à voix haute, avec vos mots. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas le projet qui te dérange, c'est le délai. Et ensuite, c'est là que tout se joue, vous vous taisez, vous ne meublez pas, vous ne complétez pas, vous laissez le silence, et vous laissez l'autre vous corriger, parce que c'est ça, exactement ça, le retour d'information que votre radar n'a jamais reçu de toute votre vie. En une phrase de 10 mots, vous venez de créer artificiellement la boucle de correction que le monde ne vous donne jamais. Les 3 pièges du protocole, 3 pièges parce que vous allez tomber dedans dès ce soir. Piège 1, la fausse question. Tu ne trouves pas que tu exagères? N'est pas une question. C'est une affirmation avec un point d'interrogation. Si vous connaissez déjà la réponse que vous voulez entendre, vous n'interrogez pas, vous accusez poliment. Piège 2, écoutez pour répondre. Pendant que l'autre parle, votre cerveau prépare la suite. Vous n'écoutez pas, vous attendez votre tour. Le test est simple. Si vous savez déjà ce que vous allez dire, c'est que vous n'écoutez plus. Piège 3, demandez une seule fois. Une réponse n'est pas une vérité, c'est une donnée. Le protocole n'est pas un tour de magie qu'on fait une fois, c'est une habitude qu'on installe. La précision ne vient pas de la question, elle vient de la répétition de la question. Et maintenant, revenons à votre note. Il y a 22 minutes, je vous ai lu un texte écrit pour personne, fabriqué pour convenir à n'importe quel être humain sur cette planète. Et vous vous êtes mis 8 sur 10. Ce 8, ce n'était pas votre lecture de vous-même, c'était votre besoin d'avoir raison. Et c'est le même besoin qui parle chaque fois que vous regardez quelqu'un et que vous pensez « je sais ce qu'il a ». Je termine avec une idée simple. On vous a appris à regarder les autres comme des énigmes, à chercher le tic, le regard, le geste qui trahit, comme si chaque personne en face de vous était un texte crypté, et vous, le décodeur. Mais il n'y a pas de code, il y a juste quelqu'un qui attend qu'on lui adresse la parole. Et il y a une bonne nouvelle là-dedans, une vraie. Si personne ne peut vous lire, alors personne ne peut vous enfermer dans ce qu'il croit voir. Vous n'êtes pas transparent, vous n'êtes pas prévisible, vous n'êtes pas la somme des impressions que vous laissez. Les autres non plus. La personne en face de vous n'est pas un texte à déchiffrer, c'est quelqu'un à qui on peut poser une question. Alors voilà ce que je vous demande. Pas de vous abonner, pas encore. Testez la question numéro 1. Aujourd'hui, une seule fois. Je me raconte que c'est vrai? Et écrivez en commentaire ce que la personne vous a répondu, pas votre avis sur la vidéo.
sa réponse à elle. Je lis tout et je vous le dis franchement, les réponses sont toujours plus intéressantes que la vidéo. Une dernière chose. Pendant 25 minutes, je vous ai expliqué que vous ne saviez pas lire les autres. Et au fond, vous avez fini par l'accepter. Mais il y a une question que vous ne vous êtes pas posée. Et si vous ne saviez pas non plus vous lire vous-même ?